voir ce que les Unis ont fait. On va voir. Et j'ai collaboré avec M. Gérard dans la conceptualisation et la rédaction de ce ouvrage. Et à ce titre, j'ai ainsi honneur de vous souhaiter la bienvenue et surtout de vous remercier d'avoir répondu positivement, affirmativement à notre invitation de participer à cette mise en circulation de cet ouvrage, de cette œuvre dont la portée historique se passe de volontaire, dont la portée historique ne fait pas l'ombre de l'autre. Mardi, j'ai subi une opération assez sophistiquée et immédiatement sur la table d'opération, j'ai demandé au docteur, les deux docteurs, M. Norbert et M. Nassif, si vous pouvez voyager pour venir avec vous ce soir. Et ils m'ont autorisé à le faire. Et Mme Courbe s'est décriée, gloire à Dieu. Et moi, je tiens à aussi à remercier Dieu d'être avec vous ce soir, d'être avec ce pauvre. Mesdames, Messieurs, souffrez un instant que je vous parle brièvement, très brièvement, de la jeunesse de ce livre. Soit de parenthèse, ma collaboration avec les cours ne date pas d'aujourd'hui. Elle remonte aux années 70, lorsque moi, jeune reporter, journaliste de 22 ans, un hebdomadaire le petit samedi soir, lui, brillant avocat du barreau de Port-au-Prince, président de la Ligue haïtienne des droits de l'homme, le premier dans le pays, ça il faut le reconnaître, le premier dans le pays à poser la problématique des droits de l'homme sous le régime des familles. Et c'est à travers la presse indépendante, le samedi soir, Radio Haïti Inter, Radio Métropole, Radio Classique, que la Ligue haïtienne véhiculait ses messages en public dans la logique de protection des citoyens haïtiens dont les droits étaient violés. Donc tout cela est pour vous dire que ma collaboration avec Medbourg est aussi vieille que Mathusalem. Fermons la parenthèse. Oui, je disais la jeunesse de ce livre. Medbourg et moi nous sommes rencontrés le samedi 2 janvier de cette année sur le parvis de l'église du Sacré-Cœur, de l'église de Saint-Pierre de Victorville, assistant aux funérailles de la mère de l'ami commune. Et nous sommes mis à parler. Ce matin-là, Medbourg disait des choses tellement intéressantes que je lui ai proposé d'avoir avec lui une série de conversations à bâton rompu. Oui, s'il vous plaît. Oui, d'avoir avec lui une série de conversations à bâton rompu et je lui ai promis de prendre ce matériel et de faire un livre. Et j'ai pris sur lui au téléphone. 2 semaines après, soit le 7 février, ce fut la projection
sur plusieurs chaînes de télévision du film documentaire dans l'ordre anglais intitulé L'homme par qui le cours de l'histoire aurait pu changer. Ce documentaire a eu le succès que nous savons. Et je me suis dit qu'il fallait saisir le momentum. Et j'ai appelé mes groupes. Et lancé à parler avec vous. Comme à l'église, il disait des choses tellement captivantes que j'ai dû arrêter mon auditeur et pour lui dire à bout de point, pourquoi ne pas écrire vos mémoires? Vous dites des choses tellement intéressantes que c'est vous qui devez les dire par une tierce personne. J'ai appelé, je me souviens, j'ai appelé Jean-Paul Sartre à la ressource. J'ai cité Jean-Paul Sartre des mots pour lui dire, mais pour écrire, c'est laisser à la postérité le souvenir d'une vie exemplaire. Écrire, c'est laisser à la postérité le souvenir d'une vie exemplaire. Ce sont les mots de Sartre. Et mais pour m'a regardé, m'a vu un regard qui n'exprimait rien, mais qui disait tout. Il s'est levé de pas hésitant ce matin-là, a ouvert le tiroir de meubles antique, style Louis XVI, qu'il a dans son salon, et a senti qu'il contenait des centaines de pages. Conclusion, mais Paul avait déjà commencé à rédiger sa mémoire. Et parmi ce monticule de pages noircies, il y avait une soixantaine de pages qui étaient la transcription d'une interview fleuve qu'il a donnée à Michel Sougar sur CRFM. Et ces interviews couvraient de l'occupation américaine de 1915 jusqu'aux élections inventées du 29 novembre 1947. Et ce livre, justement, suit la même trame des interviews de Sougar. Donc c'est ainsi qu'on a commencé à collaborer. Et voici le produit de cette collaboration. Fred Boutus, les éditions Cédois, Fred Boutus et son équipe, je le sens en tout cas pour leur dévouement et leur enthousiasme. Mesdames, Messieurs, je dois vous dire que l'oratrice principale de cette soirée devrait être l'ex-première ministre, Madame Michèle Duvier-Pierre-Louis. Medbourg l'avait nommée la marraine de la célébration du soir. Mais malheureusement, pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle n'a pas pu venir. Et nous regrettons sincèrement sa présence et son allocution qui allait parler du maître Gérard Courbe qu'elle connaît et qu'elle admire. C'est ainsi que le préfacier, le docteur Georges Michel, devrait devenir l'orateur principal. Mais malheureusement, je ne le vois pas dans la salle. Et je crois que c'est M. Michel Sougar qui prendra la parole à sa place. Bon, non, Michel. Donc permettez-moi de continuer à vous mettre dans le bec, disons, de ce livre, dont les pages vont se lire, vous allez voir, comme un roman d'aventure. Les mémoires de Medbourg ne sont pas un essai politique percé, à qui en soit. Ce n'est pas le genre de livre, de bouquin qui établit un cas analytique pour expliquer la complexité de certains concepts comme État, gouvernance, non, rien de tout ça. Ce n'est pas le genre de discours théorique, le genre de discours hermétique, ce genre d'hyper-théoricisme dont sont si friands les essayistes en français. Donc, honnête de choses vécues. Medbourg a vu, il a entendu, il a analysé et il raconte. Et il le fait dans un langage clair et limpide. C'est ce que l'autre pourrait appeler, ce qu'il a fait là, une biographie d'histoire, une biographie d'époque, avec des portraits réalistes, des descriptions de contexte et
des surgissements de personnages du décor, les uns plus rocambolesques que les autres, les uns plus admirables que les autres. C'est-à-dire que n'est pour être un acteur qui s'accroche à la factualité des événements pour bien expliquer leur portée temporelle et spirituelle. Il raconte son enfance passée à la pleine Irak sous l'occupation américaine. Mais pour a palpé, comme je touche à ce bois, il a palpé la hausse raciste et la brutalité des barils américains dans ce pays. L'occupation pour lui, c'est comme cette chape de plomb tombée sur son enfance innocente. Puis, vers les élections de 1830 et la victoire du nationaliste Stédio Vincent. Vincent, mesdames et messieurs, voilà un personnage sur lequel j'aimerais m'arrêter un instant. Merci beaucoup. Amen. Il a relevé le flambeau dans une période de ténèbres, la période de la dictature. Ce soir, je voulais simplement témoigner du fait que c'est grâce au courage et à la modération de cet homme que vous voyez là que bien d'hommes et de femmes sont sortis des geôles de la prison. Je voulais vous dire qu'à aucun moment, quand j'ai connu Maître Cour au plus fort de la période difficile de la lutte démocratique, Maître Cour n'a jamais été un extrémiste, ni un radical, mais un homme modéré, un homme équilibré, mais ferme sur ses principes. Il ne les a jamais négociés. C'est pourquoi je ne sais pas s'il a la latitude d'entendre ce que je vais lui dire ce soir. C'est pourquoi, au nom de tous ceux et de toutes celles qui ont pu sortir des prisons grâce à son action,
à l'action de ses camarades de la Ligue des droits humains, je voulais lui dire simplement merci pour tout ce qu'il a fait. Parce que sans lui, aujourd'hui encore, bien des familles pleureraient leurs disparus. Il y a une anecdote qui me vient toujours en tête. Je me rappelle dans les années 70-80, quand il y avait des vagues d'arrestations, la première phrase qui sortait toujours de la bouche de militants, qu'ils soient militants syndicalistes, militants politiques, professeurs d'école, paysans, la première phrase qui sortait toujours, en a gagné beaucoup. Parce que c'était lui qui représentait la défense des droits des citoyens. Cet homme de pouvoir est là, je vous le garantis, c'est une institution à lui tout seul. Vous êtes là ce soir, vous allez acheter son livre, vous allez le lire, mais je vous certifie que ce qu'il a vécu, ce qu'il a souffert, ce qu'il a enduré, lui et sa famille, pendant ces années noires, mais je vous certifie que ce que vous allez lire ne vous en donnera qu'une infime idée. Et pour conclure, je voulais simplement raconter cette histoire tragique qui s'est déroulée ce vendredi soir du 9 novembre 1979 sur la cour des Salésiens. J'étais là, j'étais présent à quelques mètres de mes cours lorsque la bastonnade a eu lieu, que j'ai vu mes cours trébucher et que j'ai vu un spire, un exécuteur de basse-œuvre, prendre un maillet en fer pour l'achever. Et c'est un prêtre salésien qui s'est interposé et qui a reçu le coup à sa place. Voici tout ce que cet homme a reçu. Il mérite plus que vous veniez acheter son livre. Il mérite simplement que vous lui disiez merci pour tout ce qu'il a fait. Je voulais d'abord dire un grand merci à ceux-là et à celles, aux sociétés, aux organisations qui ont permis la réalisation de cette manifestation-là. Comme vous le savez dans ce pays, les intellectuels, les producteurs, les auteurs d'ouvrages ont la tête remplie de cellules, des cellules brûlantes, des cellules qui donnent, des cellules remarquables. Mais je ne voulais pas eu fil. Et je disais dans une boutade que ces intellectuels qui produisent des ouvrages et qui ont le cerveau rempli, les profs de leur talent considéreront de leur talent. Ces profs sont toujours vides. Et c'est ainsi que j'ai pu compter sur les organisations importantes qui m'ont donné un appui financier considérable qui m'a permis de pouvoir réaliser l'impression de ce livre. Je voulais placer cette cérémonie sur le signe de la culture et de l'histoire. Mais avant que je dise, dans le déroulement de la conjoncture mouvementée de ce pays, certaines démarches prennent le rafraîchissant aspect d'une oasis. Et c'est à dessein que nous avons choisi l'hôtel Oisif pour faire cette signature et cette bonne signature. Il n'y a pas de cérémonie. La signature de livre est une manifestation d'esprit. La signature de livre est l'affirmation d'une conception. La signature de livre est le signe d'efficacité d'une société qui bouge, une société qui veut vivre de la dignité et de l'honneur. Je place donc cette cérémonie sous le signe de la culture, tout en disant que le tumulte de la politique et la satisfaction de la vie hyper-générative, c'est la culture, le problème de la culture qui constitue une des démarches
les plus importantes de la civilisation. Comme s'il n'y avait pas cette culture haïtienne, s'il n'y avait pas ce savoir haïtien, aujourd'hui, les portes de l'Académie française ne seraient pas ouvertes au Canada en passant par Haïti. C'est donc le signe de ce savoir, cette culture, cette connaissance que nous autres, Haïtiens, nous accompagnons l'immortel que nous connaissons dans cette victoire intellectuelle remarquable. Parlons de l'ouvrage, bien sûr, de mes souvenirs. Étant petit, puisque je suis né en 1925, j'ai bien arrivé 8 ans, c'est-à-dire c'est un peu moins que Mandela, bien sûr, et j'ai su traverser l'âge de Mandela pour atteindre mon premier centenaire. Je vais célébrer avec vous. Soyez certains que le premier centenaire, vous serez tous présents et nous verrons le prochain centenaire. Merci donc. Que pourrais-je vous dire en manière de cette période de l'histoire? Dans le livre, il y a une cascade, un déroulement du gouvernement de Borno à nos jours, passant par Vincent, Esco, Estimé, Magloire, les Duvalier, le reste. Ce sont des gouvernements. Et face à ce gouvernement, il y a l'histoire. Ce qui est important pour nous, c'est de sauvegarder l'histoire. Car, comme je le disais la guerre, les gouvernements passent. Parfois, ils repassent. Assez souvent, ils se surpassent jusqu'à ce qu'ils trépassent. Mais l'État, c'est l'État qui vit. Et cet État-là ici, que nous devons protéger, que nous devons servir avec dignité, afin que du côté de l'Est, ne se permettent pas de nous donner une gifle comme actuellement nous la recevons. Qu'il y ait cette dignité de l'Haïtien face à notre pays. Occasion de la culture, je le disais, livre de la culture, tout livre est l'expression d'une culture. Et cette publication de ces mémoires qui remplissent un peu le temps et l'histoire, nous ramène un peu à cette nécessité que le livre soit désormais validé comme de chaque enfant haïtien, pour que demain, il y ait d'autres intellectuels à pouvoir fouler, ouvrir les portes de l'Académie, qu'il y ait d'autres intellectuels à pouvoir diriger ce pays de la dignité, l'honneur et l'indépendance de précis. Et je le rapporte toujours, celui qui disait cela, c'est important. C'est Montesquieu qui disait, il faut toucher aux lois d'une main tremblante. Et moi j'ajoute, il faut toucher au trésor public d'une main aussi tremblante. Pour que nous ayons le respect et la dignité et l'honneur de la citoyens. Alors, parlant à bas corrompu, je parle à bas corrompu parce que j'étais un bâtonnier de l'ordre des avocats par intérim pour un certain temps. Pas corrompu de la culture, passons à l'histoire. De l'histoire, passons à la culture, et vous trouverez tout cela dans cet ensemble d'analyses, cet ensemble de schémas que j'ai présentés à travers ces différents gouvernements qui se sont succédés comme dans un carrousel au timon de l'État. Ce n'est pas d'aujourd'hui que ce pays d'Haïti se révèle à la face du monde comme l'un des pays qui ornent, qui cultivent la grande culture. Lorsque, en 1937, la France célébrait le centenaire des Antilles françaises. Elle a envoyé dans ce pays une délégation présidée par le sénateur Béranger. Le sénateur Béranger, sachant dans quel pays il est, quels sont les Haïtiens cultivés qu'il va rencontrer, il se devait de faire une visite au président de la République, au nom de la francophonie, pour sauvegarder la francophonie, pour sauvegarder la langue française, parmi les détenteurs indiscutables et incomparables de la langue française dans cette Amérique. Et c'est ce que Vincent disait à Béranger. Haïti est un phare à avancer
avancé vers l'activité de cette Méditerranée américaine. Et après lui, nous avons un haïtien remarquable qui a secoué les fous du palais Chaillot et qui s'appelle Émile Saint-Lô et qui a été le rapporteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà ce qu'il disait lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale sous Dumarche estimé en 1947. Il disait, le monde actuel retentit au bout des hommes. Les peuples s'inquiètent, recherchent dans l'effondrement général qui met en péril notre civilisation, quelles sont les valeurs qui méritent d'être sauvegardées, afin de témoigner à travers l'histoire de leur rapport au patrimoine de l'humanité. C'est un lot qui parle. Ceux-là qui peuvent offrir la gloire des armes ou la puissance de l'industrie doivent s'accrocher aux seules valeurs transcendantes qui rendent l'homme plus grand que le milieu dans lequel il vit, les éternelles valeurs de l'esprit de la culture. C'est donc à cette valeur de l'esprit de la culture que j'ai consacré mes efforts pour connaître aujourd'hui cet ouvrage que vous avez dit à faire tirer. Merci beaucoup. Je lui ai dit que j'enseignais jusqu'à 6 heures. Je suis professeur d'université et je vais en intéressé Duty Commons. Et comme mes chers amis, je n'ai pas d'hélicoptère pour quitter le bas de la ville et arriver ici, j'ai dû me soumettre aux fourches codines de l'embouteillage de la route du Cap-Vert. Ça n'a pas été pire, je suis là. Et je dois vous dire que quand mon excellent ami et compagnon de combat, Maître Gérard Coumbe, m'a demandé de préfacer son livre, je ne pensais pas que je méritais un pareil honneur qu'il aurait pu trouver meilleur préfacé que moi. Et Gérard a insisté, il dit non, c'est toi que je veux comme préfacé de mon livre. Et à cette phase de débat, les désirs de Gérard sont des ordres. Donc, j'ai préfacé le livre. Mes chers amis, je dois vous dire une chose, que le livre de M. Gérard Coumbe que vous êtes venu acheter ici est un livre qui se laisse lire. Il vous prend, il vous captive magnifiquement travailler ensemble. Je suis content de voir cet ouvrage si bien présenté à l'image de son auteur qui a la beauté intérieure. Maître Coumbe a toujours été vertical, n'a jamais fait de compromis avec les principes et avec les normes. Et c'est pourquoi il est avec nous ce soir en train de signer son livre. Je ne vais pas vous garder plus longtemps et je dis à Maître Coumbe de se mettre au travail pour livrer le tome 2 dès que ce sera possible. Merci beaucoup.